Je dois reconnaître que le thème des conflits d'intérêts est effectivement particulièrement bien choisi. Comme cela a été dit, c'est un sujet d'actualité brûlant. Alors quand on intervient en général sur un sujet d'actualité, il est d'usage de ne pas mentionner l'actualité, mais j'ai quand même craqué. En toute sincérité, je suis allé chercher sur Google les différents thèmes, j'ai tapé conflit d'intérêts sur Google, et effectivement la crise majeure était mentionnée en tête de toutes les réponses fournies par Google. Nelson Montfort vient d'être licencié ici de France Télévisions du fait d'un conflit d'intérêts. Donc on parle de crise majeure, et quand on tape conflit d'intérêts sur Google, tout ce qu'on a c'est Nelson Montfort. Donc vous voyez, c'est effectivement une crise majeure. Bon, par-delà la plaisanterie et par-delà la rime entre Montfort et un autre médicament, le débat sur les conflits d'intérêts est crucial. On présente souvent les conflits d'intérêts comme la situation dans laquelle une personne va utiliser les fonctions qu'elle exerce pour favoriser justement son intérêt personnel au détriment d'un intérêt plus large. Comme le disait, alors ça pose problème, puisque comme le disait M. Jouillet, président de l'autorité des marchés financiers, lorsqu'il était interviewé par la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Donc, effectivement, les conflits d'intérêts vont poser problème dans la vie publique, et ils posent problème depuis très longtemps. La réglementation ou l'encadrement des conflits d'intérêts est une vieille préoccupation en droit français. On en trouve des traces dès l'Ancien Régime, on trouve des ordonnances de Philippe le Bel en 1302 par exemple, qui font interdiction d'exercice d'une activité aux officiers. On en trouve des traces dans une réglementation de Philippe VI, de Charles VI, etc., etc. Le Code pénal en 1810 introduit le délit d'ingérence, qui est une forme de sanction du conflit d'intérêts. Le législateur, lorsque ce code est promulgué, affirme clairement que le but de l'insertion de cet article consiste à conserver ou ne pas altérer la confiance qui est due aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, justement. Alors, quelles sont les deux principales caractéristiques de tous les dispositifs qu'on peut trouver dans l'histoire ? Eh bien, la première que l'on va retrouver aujourd'hui dans la législation sur le conflit d'intérêts est de ne pas définir à proprement parler le conflit d'intérêts. On tourne autour du conflit d'intérêts, on tourne autour des notions qui sont proches, mais sans définir à proprement le conflit d'intérêts. On va sanctionner par exemple le trafic d'influence, on va sanctionner la corruption, on va sanctionner l'abus de biens sociaux et d'autres infractions, mais pas le conflit d'intérêts lui-même qui n'aura pas de définition. Premier point. Et deuxième point, les infractions dans l'histoire passée de la France visent en priorité les fonctionnaires. Lorsqu'on évoque un conflit d'intérêts, on va évoquer en particulier le conflit qui peut exister entre la mission de service public, au sens large du fonctionnaire, et ses intérêts privés qu'il sera tenté de favoriser. Alors aujourd'hui, le problème est rigoureusement identique. Le décret du 10 septembre 2010, qui a donc créé la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, limite son action au conflit d'intérêts précisément dans la vie publique. Elle ne vise que les faits publics et que les actions publiques. De même, la définition de l'OCDE, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, vise elle aussi l'exercice d'une mission publique. Alors, ouvrons une grande parenthèse pour préciser quand même à titre liminaire que si nous limiterons le propos au conflit public, c'est une limitation qui est artificielle pour une raison très simple, c'est que le domaine privé a connaissance des conflits d'intérêts et il a connaissance depuis bien longtemps des conflits d'intérêts. On trouve une législation dans le droit des affaires extrêmement rigoureuse et extrêmement opérationnelle en matière de conflits d'intérêts. Donc il s'agit ici non pas d'un conflit entre un intérêt public et l'intérêt d'un opérateur privé, mais il s'agira du conflit entre l'intérêt d'un opérateur privé et l'intérêt collectif privé d'autres opérateurs, un intérêt supérieur parce que collectif. Alors trois exemples très rapidement. Le premier exemple pourrait être tiré des articles 313-18 et suivants du Code monétaire et financier, qui vise expressément les conflits d'intérêts chez les prestataires de services d'investissement, qui sont des prestataires pour les services liés aux opérations de bourse et aux opérations de financement. De la même façon, la législation a prévu la création à l'article L512-3 du Code monétaire et financier de ce qu'on appelle un Chinese Wall, une muraille de Chine entre les services d'analyse financière, par exemple, au sein d'un établissement bancaire et les services d'investissement de cet établissement bancaire. Donc à chaque fois ici, la banque ne doit pas utiliser les services de l'analyste pour procéder à un investissement.
Et réciproquement, bien sûr, les services de l'analyse financière qui est délivrée au public ne doivent pas ici être impactés par les décisions d'investissement de la banque. Deuxième exemple, en droit des sociétés, il y a une législation qui est très claire, qui porte sur ce qu'on appelle des conventions réglementées, et qui permet de distinguer les conventions qui lient la société avec le président, pour aller très vite, de la société, ou avec une société dirigée par le président de la société, et qui distingue trois types de conventions: celles qui sont autorisées, avec un accord préalable des organes compétents, celles qui sont interdites, formellement interdites, et celles qui sont pour lesquelles une simple information doit être délivrée. Enfin, troisième exemple du monde des affaires, l'infraction caractéristique d'abus de biens sociaux, qui est là aussi un conflit d'intérêts entre l'intérêt, notamment dans un groupe, d'une société qui va être sacrifié au groupe de sociétés, par exemple. On va sacrifier l'intérêt d'une filiale pour le bénéfice du groupe pris dans sa construction d'ensemble. Alors, quel intérêt dans une audience spécialisée en santé de rappeler ces points liés au monde des affaires? Eh bien, l'intérêt me semble triple. C'est que quand on regarde cette réglementation sur le droit des affaires, on s'aperçoit que le conflit d'intérêts est envisagé autour de trois axes. Le premier axe, c'est l'information impérative du public. L'autorité des marchés financiers veille à la transparence du public ici. Le délit d'initié, c'est exactement ça. On ne doit pas utiliser les informations pour son propre bénéfice, pour ne pas fausser le marché. Le deuxième axe, c'est l'accord de la société ou de la collectivité qui risquerait d'avoir à souffrir du conflit d'intérêts. On peut informer un conseil d'administration. Est-ce que cet accord donné par le conseil d'administration permet d'exempter de responsabilité la personne en conflit d'intérêts? C'est une question qui se retrouvera. Et la troisième, bien sûr, le troisième temps, c'est l'existence d'une sanction. On va retrouver ces trois éléments vraiment dans la législation publique liée au conflit d'intérêts. Alors pourquoi le sujet est-il d'actualité particulièrement cruciale? Plusieurs éléments de réponse, très rapidement. Le premier élément, c'est la multiplication du passage des opérateurs de la fonction publique à la fonction privée. Auparavant, la France, grâce à sa tradition de fonction publique dédiée, était normalement abritée de ce genre de difficultés. Le deuxième argument est lié à la multiplication des intervenants ici et des intérêts croisés. On pense par exemple aux sociétés de lobbying qui interviennent de plus en plus dans le débat public. On pense aux contrats de partenariat public-privé qui font intervenir différents acteurs. Et on pense bien sûr dans le domaine de la santé à l'intervention des experts qui vont remplir à titre occasionnel une mission de service public. Et puis le troisième point qui est essentiel, c'est l'approfondissement d'un souci de transparence ici de la part du public. Le conflit d'intérêts est dorénavant vécu comme insupportable et la législation va avoir pour objectif de renforcer la confiance que les citoyens vont avoir envers l'administration ou ceux qui exercent une mission publique. Il y a une réelle démarche éthique qui est poursuivie par ces législations. Problème, toute la législation liée au conflit d'intérêts va devoir naviguer entre deux pôles qui sont opposés. D'une part, une dictature de vérité, qui, si elle est trop poussée, viendrait à violer la vie privée des intervenants, parce que si on fait des déclarations de conflit d'intérêts, on en vient à exposer au public la totalité de sa vie. Premier point. Et deuxième point, bien sûr, un souci ici de transparence, bien sûr, d'efficacité, mais surtout d'impartialité. Alors, pour évoquer rapidement ensemble la législation sur les conflits d'intérêts, je vous propose, à la suite de la commission de prévention des conflits, d'argumenter en deux temps, en étudiant dans un premier point les dispositifs coercitifs qui existent visant les conflits d'intérêts, et dans un deuxième temps, de voir ensemble ce que la commission a appelé les dispositifs déontologiques concernant les conflits d'intérêts. Concernant les dispositions impératives, le premier point consisterait à donner une définition des conflits d'intérêts avant de voir quelles sont les personnes soumises et quelles sont les sanctions. Alors, sur la définition, beaucoup de difficultés parce que le droit français ne définit pas le conflit d'intérêts. Il ne le définit pas tel quel, pour une raison qui est relativement simple d'ailleurs, c'est que si on devait définir le conflit d'intérêts, on s'enfermerait dans cette définition alors que les conflits d'intérêts sont multiples. Plutôt que d'établir une définition, on préfère établir une typologie, et plusieurs typologies sont proposées. La première typologie, c'est celle qui provient de l'OCDE, qui précise qu'un conflit d'intérêts implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un agent public
dans lequel l'agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s'acquitte de ses obligations et de ses responsabilités. Une appréciation critique de cette définition, qui n'est pas encore une fois de droit positif, nous permet de voir que l'OCDE envisage les 3 degrés en quelque sorte de conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts potentiel, puisqu'on nous dit qu'il s'agit d'un conflit qui pourrait influencer, on ne nous dit pas qu'il influence, on nous dit qu'il pourrait influencer. Donc en premier lieu, le potentiel. Ensuite, le conflit d'intérêts apparent, puisque là aussi, on nous dit qu'il possède à titre privé. Et enfin, le conflit d'intérêts réel. Donc les 3 degrés ici de conflit d'intérêts sont envisagés. Une autre définition très proche est fournie par le Conseil de l'Europe, une autre définition par le Service central de prévention de la corruption. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la France ne fournit pas de définition dans la loi du conflit d'intérêts, d'autres pays l'ont fait. Au Canada, notamment, une loi sur les conflits d'intérêts en 2006 a été votée et elle contient une définition des conflits d'intérêts. De la même façon, peu ou prou, au Royaume-Uni ou au Portugal, on peut trouver des définitions de ces conflits d'intérêts. Rapidement, quels sont les éléments caractéristiques des conflits d'intérêts pour la France, si on devait faire le tour de la législation? On s'apercevrait, premier point, que l'apparence est essentielle. On ne demande pas au conflit d'intérêts de constituer à proprement un conflit d'intérêts, mais de représenter une apparence de conflit d'intérêts. La seule apparence suffit ici à qualifier le conflit d'intérêts. Deuxième point, il existe une gradation des conflits d'intérêts. Et il existe une gradation des sanctions. On peut imaginer des intérêts qui soient divergents, des intérêts opposés. On peut même imaginer sanctionner la convergence d'intérêts privés et publics. Cela est proposé dans certaines législations. Donc dès lors que, plus précisément, même si l'intérêt public va dans le même sens que l'intérêt privé, on estime qu'il y a conflit d'intérêts et participer à cette décision relèverait d'une faute de l'agent. Donc dans les 2 cas, on essaye d'éviter de susciter un doute raisonnable sur l'impartialité du fonctionnaire. Troisième élément, il faut caractériser ici l'intérêt personnel. Le droit français, d'une manière générale, choisit de caractériser l'intérêt personnel comme étant un intérêt patrimonial financier d'une part, ou un intérêt psychologique, familial, moral, philosophique, voire même politique d'autre part. Il n'y a pas que les intérêts financiers qui sont pris en compte, il y a aussi tous les intérêts moraux. Troisième point, l'intérêt personnel peut être quatrième point, un intérêt personnel direct ou un intérêt personnel indirect. On peut choisir de favoriser ses propres intérêts, comme favoriser les intérêts des proches. Donc c'est toute la construction ici de l'interposition de personnes, des conventions de croupiers par exemple en droit des sociétés. Et enfin, dernier point qui permet de caractériser le conflit d'intérêts, c'est une notion de temporalité. À savoir quand le conflit d'intérêts va-t-il s'appliquer? Doit-on considérer les intérêts antérieurs à la désignation du fonctionnaire? Doit-on considérer les intérêts contemporains à l'exercice des missions? Ou doit-on considérer les intérêts postérieurs, ici, à l'exercice des missions? Donc on a une gradation de législation qui, selon les différents conflits d'intérêts, vont prévoir par exemple d'interdire à un fonctionnaire d'exercer une mission dans une entreprise dans laquelle, qui était contrôlée par une administration à laquelle il participait X années après l'exercice de ses fonctions. Donc on voit bien ici que plusieurs années après la démission ou la révocation éventuelle du fonctionnaire, le conflit d'intérêts perdure. Alors quelles sont les personnes maintenant qui sont concernées par ces conflits d'intérêts et quelles sont les sanctions? Alors très rapidement pour les personnes, j'ai quelques scrupules à vous faire un inventaire à la Prévert, puisque les textes sont nombreux. L'article 23 de la Constitution, par exemple, évoque les membres du gouvernement. Il prévoit des incompatibilités à l'encontre des membres du gouvernement et des règles d'inéligibilité aussi. La loi du 28 avril 1816 prévoit quant à elle, et les fonctionnaires ici présents le savent bien, une interdiction de cumul d'activités pour tous les membres de la fonction publique. Quand on est normalement membre de la fonction publique, on ne peut pas, sauf exception et sauf dérogation, exercer une activité privée. L'article 25 du statut général des fonctionnaires va prohiber ici la prise d'intérêt direct ou indirect dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient.
Et puis on va trouver un ensemble de dispositifs ici pour les membres des différentes autorités administratives indépendantes. Alors on peut penser à l'ARCEP par exemple, l'ancienne autorité de régulation des télécoms, à l'ARGEL qui vient d'être nommé, enfin qui vient d'être installée, l'autorité de régulation des jeux en ligne, à l'ADOPI, dont je ne connais d'ailleurs plus l'acronyme, la signification de l'acronyme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la haute autorité de quelque chose, voilà. Bon, bref, qui consiste à sanctionner les méchants internautes. On pense bien sûr à la Haute Autorité de Santé, à l'HAS, etc., etc. Le point qui est original dans la législation française ne tient pas tellement aux personnes qui sont visées en réalité, c'est pour ça que je passe rapidement, elle tient plus aux sanctions. La sanction du conflit d'intérêts est une sanction en droit français qui est une sanction a posteriori, comme toute sanction bien sûr, qui est prévue dans le Code pénal à l'article 432-12 et suivant, aux articles 432-12, sous la forme de l'infraction de prise illégale d'intérêt. C'est une prise illégale d'intérêt. Alors c'est une exception française, je vais vous donner lecture du texte. Le Code pénal sanctionne donc le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Donc le fait est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pourquoi ce texte est-il particulier ? Eh bien parce qu'il n'y a qu'en France, au regard des analyses qui ont été conduites notamment auprès des pays membres de l'OCDE, il n'y a qu'en France qu'existe une sanction aussi lourde visant à réprimer le conflit d'intérêts. Dans les autres pays, si on devait établir des statistiques, dans les autres pays généralement, la sanction des conflits d'intérêts est pécuniaire. Il s'agit simplement d'une sanction financière. Il n'y a qu'en France qu'on prévoit une sanction pénale, et il n'y a qu'en France qu'on prévoit surtout une sanction pénale de 5 ans d'emprisonnement. C'est extrêmement lourd. Première particularité. Deuxième particularité de ce texte français, il est extrêmement large. On nous parle des entreprises, on nous parle des opérations, on nous parle au moment de l'acte, en tout ou partie. Il y a vraiment ici un champ d'application le plus large possible de la prise illégale d'intérêt que l'on ne retrouve pas dans d'autres législations des pays de l'OCDE. Troisième point, qui est très défavorable là aux différents acteurs de la fonction publique, l'appréciation qui est faite de ce texte est une appréciation objective. Vous voyez bien que ce qui est sanctionné, c'est le fait pour un agent public d'avoir ta. On ne s'intéresse pas à son comportement. On ne dit pas s'il l'a fait de bonne foi, s'il ne l'a pas fait de bonne foi, s'il pouvait être dans l'ignorance d'eux. On ne s'y intéresse pas. C'est le simple fait d'avoir été en conflit qui suffit à qualifier l'infraction. L'infraction est objective, elle est détachée de la psychologie ici de son auteur. Et en dernier lieu, le texte est très large quant à l'intérêt visé. Alors, c'est une exception française. Si c'est une exception française d'avoir un texte aussi coercitif et aussi large, il faut savoir néanmoins que les tribunaux l'appliquent d'une manière très laxiste. Ils ont une appréciation qui est pour le moins souple de ces textes, d'une part, et il faut savoir aussi que ce texte doit être mis en balance avec l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet normalement à un fonctionnaire de dénoncer les agissements qu'il constate et qui seraient illicites au sein de la fonction publique et qui est extrêmement peu utilisé dans le droit français. Voilà pour les dispositifs impératifs liés au conflit d'intérêts. La Commission évoque maintenant, dans un deuxième temps, les dispositifs déontologiques liés au conflit d'intérêts. Je vous propose de reprendre cette distinction. Alors deux choses très rapidement sur ces dispositifs qu'elle nomme déontologiques. La première chose sera liée aux dispositifs eux-mêmes et la deuxième chose aux solutions qui sont proposées pour améliorer justement la gestion des conflits d'intérêts. Quant aux dispositifs, la Commission constate qu'il n'existe aucune législation d'ensemble sur les conflits d'intérêts, que la législation est, comme elle le dit, implicite, lacunaire, parcellaire, qu'il est impossible pour un fonctionnaire d'avoir connaissance du droit qui lui est applicable en matière de conflit d'intérêts. Au contraire, par exemple, du Canada qui a voté la loi qu'on avait évoquée, au contraire du Royaume-Uni, qui dispose d'un corpus précis, rigoureux, exact, en matière de déontologie, ici, des fonctionnaires. Par exemple, au Royaume-Uni, il existe un code de conduite ministérielle qui s'applique donc aux ministres et qui permet de déterminer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans l'exercice de leurs fonctions.
En droit français, la déontologie est peu présente, ou est encore une fois éparpillée, mais surtout, elle ne sera pas directement en plus applicable aux fonctionnaires, elle ne sera applicable que dans un deuxième temps, en quelque sorte, c'est-à-dire sous le contrôle du juge. Il appartiendra au juge de sanctionner ici la décision d'un fonctionnaire qui aurait été motivé par un conflit d'intérêts ou qui aurait été entaché en quelque sorte d'un conflit d'intérêts. Alors je parle sous le contrôle de mon collègue ici, qui est publiciste, mais normalement, effectivement, par exemple, l'impartialité d'une décision d'un fonctionnaire constitue une condition de la légalité d'un acte administratif et ne vient pas justement impacter, si vous voulez, les conditions de préparation de la décision. C'est a posteriori que le juge interviendra. Alors si on voulait prendre quand même quelques exemples de textes déontologiques relatifs aux conflits d'intérêts, on les prendrait bien sûr dans le domaine de la santé. Je voudrais prendre un exemple en particulier qui est celui de l'AFSAPS, qui fait un travail assez poussé. Alors, différents textes. L'article L 1441-1 du Code de la santé publique, par exemple, prévoit ici les déclarations de conflit d'intérêts qui doivent être remplies et les conditions d'absence de conflit d'intérêts par les collaborateurs du ministre de la Santé. Et l'article L 5323-4 du même code, donc du Code de la santé publique, évoque pour sa part les conditions d'exercice par les membres de l'AFSAPS ou les collaborateurs occasionnels de l'AFSAPS de leur mission, justement, en l'absence de conflit d'intérêts. Ces textes sont transposables à l'HAS, au CEPS, au Comité de protection des personnes, à toutes ces institutions du monde de la santé, bien sûr. Alors, que nous dit ce texte très rapidement? Il nous dit, bien sûr, qu'il n'y a pas de possibilité de conflit d'intérêts. Il nous dit les agents contractuels mentionnés aux articles précédents, 1. Sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre 1er du statut général des fonctionnaires. Et 2. Ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée avoir dans les établissements ou entreprises contrôlées par l'agence ou en relation avec elle aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi de 93 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Alors l'article continue ensuite pour les collaborateurs occasionnels du service public, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le domaine de la santé, la gestion des conflits d'intérêts est d'une certaine manière, et en dépit des crises récentes, exemplaire, du moins dans sa traduction juridique. L'AFSAPS est vraiment ici en charge d'une mission, bien sûr bien particulière, mais surtout qu'elle remplit, dont on peut, j'y arriver, elle les remplit d'une manière exemplaire. Voilà. Elle dresse un bilan des conflits d'intérêts annuels. On peut voir dans le bilan de 2009 les conflits d'intérêts, en voyant le nombre de personnes qui ont rempli les déclarations de conflits d'intérêts, le suivi qui est organisé. Elle met en place ici une possibilité de déclaration par Internet des conflits d'intérêts par tous les collaborateurs de l'AFSAPS, ce qu'elle appelle le e-fides. Alors, le terme est d'ailleurs assez intéressant, puisque fides en latin, ce n'est pas la confiance, mais c'est la foi, vous le savez bien. Donc, c'est vraiment encore plus fort que la confiance en quelque sorte. Elle rend publiques les déclarations de conflits d'intérêts sur son site. On peut voir effectivement par membre de l'AFSAPS les différents conflits d'intérêts déclarés. Donc il y a vraiment une satisfaction ici aux objectifs qui sont réalisés malgré les différentes crises possibles. Cependant, le juge, lorsqu'il interprète les dispositifs juridiques, est nettement plus laxiste. On peut citer par exemple une décision du Conseil d'État du 28 mai 2010 qui statue sur le fait pour une personne d'avoir pris part à une décision de l'AFSAPS alors qu'elle était dans une situation de conflit d'intérêts. La décision a été soumise au Conseil d'État. Le Conseil d'État a refusé pour des circonstances d'espèce d'annuler cette décision en précisant que le caractère du conflit d'intérêts était passé, que ce conflit n'avait pas impacté la décision, en deuxième point, et en troisième lieu surtout, que le conflit d'intérêts évoqué n'avait aucun lien avec l'affaire dont il était demandé ici à l'AFSAPS de prendre une décision. Alors quelles sont les solutions justement pour améliorer encore ces conflits d'intérêts? Elles sont nombreuses. Le gouvernement réfléchit notamment au travers de sa commission à la mise en place de ce qu'il a appelé une culture de la prévention des conflits d'intérêts.
Alors comment développer cette culture des conflits d'intérêts? Eh bien par le placement de déontologues tout au sein de la hiérarchie administrative qui serait en charge de la décision et de l'information des fonctionnaires, qui statueraient sur les dossiers, qui pourraient être saisis préventivement par les agents administratifs et qui pourraient prononcer ce qu'on appelle le déport de certains agents administratifs lorsque c'est nécessaire, qui organiserait le cas échéant une publicité éventuelle aussi, et qui pourrait enfin exercer un contrôle du patrimoine de certains agents administratifs, voire même organiserait un mandat de gestion du patrimoine de certains agents administratifs pour l'exercice de leur mission. Alors je vous renvoie pour ces solutions au rapport de la commission que je tiens à votre disposition. J'aimerais juste tirer une conclusion rapide, si vous me permettez, j'ai encore 1 minute 30, sur les conflits d'intérêts, qui serait plus lié en réalité à ce domaine d'exercice qui est la santé. Le conflit d'intérêts et la législation propre au conflit d'intérêts est liée, à mon sens, à 2 écueils en particulier. Le premier écueil est bien sûr celui relatif à la violation de la vie privée des différents intervenants. Il ne faut pas s'établir dans une dictature vraiment de la transparence, une certaine dictature de la transparence dans laquelle on demanderait à quelqu'un de se dépouiller de la totalité de ses intérêts personnels. On n'est pas loin de la dictature, mais fermons cette parenthèse. Le deuxième point, réciproquement bien sûr, la culture du secret n'est pas un objectif. Le deuxième point est lié en quelque sorte au rapport du droit et de l'éthique. Une législation liée au conflit d'intérêts est une législation qui, d'une certaine manière, à mon sens, et c'est vraiment une analyse personnelle que je donne, est une législation qui a déjà échoué. C'est une législation qui a échoué parce que le conflit d'intérêts, normalement, devrait appartenir justement, d'une part, à la responsabilité individuelle de chacun, avec certains garde-fous, c'est évident, mais à la responsabilité individuelle de chacun des acteurs, et puis surtout devrait rester, entre guillemets, infra-juridique. En dessous du droit et justement éthique. Alors on est bien sûr dans tout ce conflit permanent entre l'éthique et le juridique, où on demande au juridique bien sûr de déborder sa sphère pour enfermer entre guillemets et comment dire, réglementer ce qui normalement ne devrait pas être réglementé. Rappelons-nous, et même si c'était le fruit d'un certain paternalisme, rappelons-nous que l'exercice médical, dans les mots d'un des premiers présidents du Conseil de l'Ordre, était quand même une confiance qui rejoint une conscience, vous vous en souvenez, et qu'il est symptomatique que quand on parle de conflit d'intérêts, on va parler de transparence, on va parler de transparence pour favoriser la confiance. Et à titre personnel, je me pose cette question. Ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus de confiance aveugle, comme on parle de confiance aveugle, par exemple, dans le cadre de l'exercice médical. Avant, effectivement, quand on invoquait le terme de confiance, on invoquait le terme de confiance aveugle, justement, et on ne demandait pas, on n'exigeait pas cette transparence à tout craint. Alors, pour conclure, tout simplement, j'en appellerai à Aristote, d'une certaine manière, en disant que la législation sur les conflits d'intérêts est assez symptomatique de la législation d'une manière générale, c'est que le droit n'apparaît que lorsque l'amitié entre les personnes disparaît. C'est bien là la limite du droit. Je vous remercie de m'avoir écouté.